السلام عليكم ورحمة الله. سامحونا على التأخير لأسباب فنية. Bienvenue sur le groupe staff médecin mauritanien. Vous êtes les bienvenus sur le groupe staff médecin mauritanien. On va essayer ce soir une présentation sur l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. C'est notre invité, c'est Dr Bchiri. Dr Bchiri, vous êtes cardiologue interventionnel au Centre national de cardiologie. Vous avez fait la médecine générale à Damas, l'université de Damas. Vous avez travaillé comme médecin généraliste 2 ans au Centre national de cardiologie. Vous avez fait votre concours de résident en 2012 et vous avez fait 1 année au Centre national de cardiologie, puis vous avez continué votre spécialité en France, vous avez eu l'équivalence, puis vous avez continué votre sous-spécialité en cardiologie interventionnelle et depuis juin 2019, vous êtes cardiologue interventionnel au Centre national de cardiologie. مرحبا بك معنا. Docteur Bchiri, bien sûr, il va nous parler de l'insuffisance cardiaque chez l'adulte. Il va nous parler du diagnostic, bien sûr, comment diagnostiquer l'insuffisance cardiaque chez l'adulte, comment identifier les situations d'urgence et comment faire une prise en charge. Quelle est l'attitude thérapeutique devant l'insuffisance cardiaque chez l'adulte? Docteur Bchiri, vous avez la parole. مرحبا بكم. شكرا جزيلا الدكتور محمد سالم. السلام عليكم ورحمة الله. Je suis énormément enchanté d'être parmi vous ce soir pour parler ensemble d'un sujet qui nous intéresse tous et qui fait une énorme partie des consultations aux urgences partout, que ce soit les urgences de CNC ou les urgences dans les centres de santé périphériques ou les hôpitaux périphériques de la capitale, avec la différence des moyens et des outils diagnostiques et la difficulté de prise en charge que rencontrent nos collègues à l'intérieur du pays. Donc la présentation va se concentrer sur le côté pratique. Donc, on ne va pas se concentrer sur le côté théorique et la présentation théorique de l'insuffisance cardiaque. On va juste être concentré sur le côté pratique de prise en charge et diagnostic et thérapeutique de l'insuffisance cardiaque de l'adulte, que ce soit une insuffisance cardiaque aiguë ou une insuffisance cardiaque chronique. Donc, les objectifs, comme le docteur Douaib nous a déjà dit, c'est de parler déjà de comment diagnostiquer une insuffisance cardiaque avec les moyens disponibles aux centres de santé et aux hôpitaux périphériques. Je parle de notre contexte local à Mauritanie, où il y a beaucoup de manques en ce qui concerne les outils diagnostiques et thérapeutiques. Mais on va voir ensemble que ce n'est pas en fait difficile de gérer la plupart des cas d'insuffisance cardiaque aiguë avec le peu de moyens qu'on a à l'intérieur du pays. Et le deuxième objectif sera sur les situations d'urgence, comment on peut les identifier et comment on peut y planifier leur prise en charge. Quels sont les critères de gravité qui peuvent ou qui doivent conduire à une décision d'hospitalisation. On va voir que l'hospitalisation, une insuffisance cardiaque aiguë ou chronique n'est pas synonyme à une hospitalisation certaine. On peut les gérer en service d'urgence pendant quelques heures et laisser le patient partir à domicile. Mais il y a certains critères qui nous disent que ce patient-là doit être hospitalisé ou doit être transféré dans un centre spécialisé. Et devant une insuffisance cardiaque chronique stable, vous êtes le médecin chef
d'un centre de santé, d'un muqata'a, et que dans une muqata'a et que vous êtes amené à gérer les situations d'insuffisance cardiaque chronique, on va voir ensemble que c'est tout à fait possible pour le médecin généraliste de suivre une insuffisance cardiaque chronique stable sous traitement. Donc, notre présentation va être plutôt une présentation interactive, si c'est possible, et c'est concentré sur des cas cliniques, des scénarios ou des situations cliniques que l'on voit tous, que l'on a déjà vu tous pendant notre travail, que ce soit à la capitale ou à l'intérieur du pays. Donc, on va présenter ce cas clinique d'un patient âgé de 60 ans qui a plusieurs facteurs de risque cardiovasculaire et qui est diabétique sous metformine 500 mg 3 fois par jour et qui est hypertendu sous amlodipine 642 10 mg chacun par jour et qui est tabagique actif 40 paquets annuels. Ce patient vient vous voir aux urgences ou dans votre poste, dans votre centre de santé pour une dyspnée d'installation brutale survenant la nuit à 2 heures du matin, je dirais. Quand vous le voyez, il est polypnéique, il est en sueur, il a les bruits du cœur qui sont assourdis, il est difficilement audible. Quand vous auscultez les poumons de votre patient, vous trouvez des rats crépitants diffus bilatéraux. Vous avez un patient qui est tachycarde, qui a une pression artérielle 200 à 200 mm de mercure et qui a une saturation en air ambiant à 86 par minute. Donc, quel est le diagnostic le plus probable pour ce monsieur? Ce monsieur présente probablement ce qu'on appelle une poussée d'insuffisance ventriculaire gauche aiguë ou ce qu'on appelle un œdème aigu du poumon. Le tableau clinique classique, entre guillemets, de cette situation clinique, c'est un patient dyspnéique avec une dyspnée qui s'aggrave en position couchée. Il tousse avec des explorations mousseuses ou rosées. Il est bleu avec une baisse de la saturation en air ambiant. Il est tachycarde. Il a une pression artérielle, si on a beaucoup de chance, normale ou élevée. On va voir pourquoi après. Et il est en sueur froide, il est angoissé, il a des râles crépitants à l'auscultation. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ce patient dans un centre de santé périphérique? Bon, d'abord, on va voir tous les moyens possibles pour gérer ce patient et on va voir après les moyens que la plupart de ces moyens sont disponibles partout. Donc, vous avez la mise en condition de ce patient. Vous devez le mettre en position assise ou semi-assise. Vous devez lui mettre 2 voies veineuses périphériques de bon calibre et monitorer sa tension artérielle, sa fréquence cardiaque, sa saturation en oxygène et les scopes. Le traitement, ça va être un traitement symptomatique de sa dyspnée et de sa douleur s'il est algique. Donc, vous avez l'oxygénothérapie avec les différents moyens d'oxygénothérapie, que ce soit un lunette ou un masque à haute concentration ou même en ventilation non invasive. Vous devez soulager la douleur de ce patient parce que s'il est algique, ça va aggraver l'hyperventilation et ça va aggraver par conséquent son hypoxie. Le traitement médical, il faut commencer tout de suite. La déplétion de ce patient en IV, la fameuse furosémide emboliste. Vous devez partir avec 60 à 80 mg en IV direct. Vous pouvez l'augmenter tant que vous pouvez, tant que le patient le supporte, tant que vous avez une tension qui le permet. Et puis, vous pouvez le mettre en fausse seringue électrique si vous avez la possibilité, parce qu'une perfusion continue de furosémide, c'est beaucoup mieux qu'une perfusion intermittente.
Et bien sûr, il faut surveiller la diurèse, il faut surveiller la caline. Vous avez aussi les dérivés litrés, surtout quand on a une tension artérielle qui est bonne, qui est supérieure à 120 mm de mercure. Et après, on va passer sur le volet des traitements étiologiques, le syndrome coronarien aigu, le trouble du rythme, l'HTA, etc. Les examens complémentaires de base que l'on doit réaliser en ECG, une radio thoracique, un bilan biologique de base, standard, numération, fonction rénale, ionogramme, glycémie, etc. et des gaz de sang artériel. Parmi ces outils thérapeutiques, il y a les plus importants existent partout, je pense. C'est-à-dire, vous pouvez partout mettre le patient en position assise ou en semi-assise. Vous pouvez partout mettre deux voies veineuses en périphérique de bon calibre. Vous pouvez surveiller la tension artérielle, la fréquence cardiaque, la saturation. Ça, c'est disponible partout pour chacun, que ce soit dans un centre bien équipé ou dans une chambre qui dispose de rien. L'oxygénothérapie, parfois, c'est disponible, parfois non, malheureusement, mais c'est indispensable. Les antalgiques, le Lasix, à ma connaissance, est disponible partout aussi. L'ECG, parfois oui, parfois non. La radio thoracique aussi. Et le bilan standard, je pense que la numération, la fonction rénale, iono et glycémie, c'est largement suffisant pour éviter la prise en charge d'une insuffisance cardiaque aiguë. Donc, vous voyez, la plupart des outils thérapeutiques, c'est des outils de base qui existent partout et qui sont disponibles et on peut les gérer, n'importe quel personnel de santé peut gérer tout ça. Je voudrais juste présenter les 4 situations cliniques possibles devant une insuffisance, 4 profils cliniques des patients insuffisants cardiaques aiguës. En fonction de la congestion et de l'hypoperfusion. La congestion, c'est-à-dire les signes congestifs que l'on voit à l'examen clinique, que ce soit pulmonaire ou c'est-à-dire des signes congestifs gauche ou des signes congestifs droit, et les signes d'hypoperfusion qui reflètent l'état hémodynamique de patients. Vous voyez ici, il y a 4 cases. Les patients qui ont le pronostic le plus favorable, ce sont les patients que l'on appelle les patients chauds et secs, c'est-à-dire les patients qui ont une bonne perfusion et relativement une bonne perfusion et qui n'ont pas le plus favorable. Par contre, les patients qui sont froids et humides, c'est-à-dire les patients qui ont une hypoperfusion et qui ont une congestion des signes congestifs francs, ce sont les patients dont le pronostic est mauvais. Donc, ce sont les patients à transférer rapidement dans un centre spécialisé, alors que les patients qui sont soit chauds ou secs ou chauds ou humides, ce sont les patients que l'on peut gérer avec le peu de moyens que l'on a dans un centre de santé périphérique. Les patients qui doivent être transférés rapidement, ce sont les patients qui ont une hypoperfusion surtout, et surtout les patients qui sont froids et humides, les patients qui ont une hypoperfusion sévère et une congestion. Attention, l'hypoperfusion n'est pas synonyme d'une hypotension. Il s'accompagne souvent, mais on peut avoir un patient qui a des signes d'hypoperfusion, c'est-à-dire les extrémités froides, confusion mentale, des vertiges, mais avec une tension artérielle qui est relativement bonne. Qu'est-ce qu'il faut faire devant un patient qui se présente avec une insuffisance cardiaque aiguë? La première question à poser, comme je vous ai dit, est-ce que c'est un patient froid et humide? C'est-à-dire, est-ce que c'est un patient qui a un choc cardiogénique? Maintenant, si c'est un patient en choc cardiogénique, si vous avez un support hémodynamique pharmacologique, je sais que le mécanisme déjà a un autre choc, malheureusement, on n'en dispose pas, mais si on a par exemple de la dopamine, on peut mettre dans le ballon, on met
par exemple, je dis ça comme ça, 2 ampoules de dopamine dans un flacon de G5 500 milli et envoyer le patient directement dans un centre spécialisé. Si le patient, la deuxième question à poser, c'est l'état respiratoire du patient. Est-ce que notre patient nécessite un support respiratoire? Si oui, c'est un patient à transférer directement dans un centre spécialisé avec une oxygénothérapie si c'est possible. Deuxième volet, ça c'est la phase d'évaluation immédiate. C'est-à-dire 2 questions à poser, choc cardiogénique, transfert, défaillance respiratoire ou les deux, transfert direct. Si le patient n'est pas en choc cardiogénique, n'est pas en défaillance respiratoire, donc à ce moment-là, on le traite avec les moyens que j'ai avant. Et à ce moment-là, on prend notre temps, 60 à 120 minutes, pour identifier la cause de l'insuffisance cardiaque aiguë, qui se résume dans le mot CHAN, syndrome coronarien, c'est un patient coronarien, urgence hypertensive, arythmie, cause mécanique aiguë, c'est-à-dire une insuffisance aiguë par exemple, ou une embolie pulmonaire. Maintenant, si vous avez le doute sur ces 5 étiologies, il faudrait transférer le patient directement débuter un traitement spécifique, bien sûr, pour chaque cas, et transférer le patient directement dans un centre spécialisé. Donc, vous avez un patient qui n'est pas un choc cardiogénique et vous avez un patient qui n'est pas un choc cardiogénique et qui n'est pas en défaillance respiratoire aiguë, qui répond bien à la dépression initiale. Maintenant, vous devez surveiller la situation, l'état clinique de votre patient et essayer de prévenir la détérioration d'organes, améliorer la symptomatologie du patient et maintenir la pression artérielle supérieure à 90 mm de mercure et maintenir une bonne saturation par l'oxygénothérapie et évaluer le patient à 2 heures de temps, 120 minutes. Si le patient s'améliore sur le plan clinique, donc on peut le garder pendant 24 heures et s'il continue à s'améliorer sur notre traitement, on peut le libérer et l'envoyer dans une semaine voir son cardiologue ou dans un centre spécialisé. Par contre, si le patient ne s'améliore pas dans les 2 heures qui suivent le début du traitement, il faudrait le transférer rapidement dans un centre spécialisé. Maintenant, vous avez un patient qui vient pour une insuffisance cardiaque aiguë et qui est déjà sous traitement. C'est un patient qui a une insuffisance cardiaque connue, qui est déjà sous traitement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec son traitement? Là, vous avez ce tableau qui résume ce qu'il faut faire avec les traitements qui ont déjà, les patients qui ont déjà un traitement de l'insuffisance cardiaque, selon 4 critères: la tension artérielle, la fréquence cardiaque, le taux du potassium et l'insuffisance rénale. Par exemple, quand on a un patient sous bêta-bloquant et quand il n'est pas hypotendie, il ne faut pas arrêter le bêta-bloquant. Quand il a une tension, par exemple, supérieure à 120 mm de mercure, il ne faut pas arrêter son bêta-bloquant. Par contre, quand il a une tension qui commence à chuter inférieure à 100 mm de mercure, il faudrait réduire, voire stopper le traitement de bêta-bloquant. Quand on a, par exemple, une fréquence cardiaque inférieure à 50 battements par minute, il faut arrêter le traitement par bêta-bloquant. Ainsi de suite. Si vous avez, par exemple, un patient qui est déjà sous diurétique, donc maintenant, s'il a une pression artérielle inférieure à 90 mm de mercure, c'est un patient qui fait partie des patients froids et humides, c'est-à-dire un patient qui a un dyspnée congestif et une hypoperfusion. Donc, il faudrait arrêter, entre guillemets, les diurétiques, bien les donner à petite dose et évaluer le patient rapidement
pour transfert dans un centre spécialisé. Vous avez par exemple un patient qui est sous amiodarone pour un trouble de rythme ou que sais-je. Il faudrait arrêter l'amiodarone si on a une bradycardie ou si on a une tension artérielle inférieure à 90 mm de mercure. Par contre, pour ce qui concerne l'insuffisance rénale, on peut laisser le patient, sous amiodarone. On passe maintenant sur le deuxième volet de notre présentation, sur le deuxième cas clinique, un patient âgé de 60 ans aussi, le même patient en fait, qui a le même facteur de risque et qui s'est plaint cette fois-ci d'une dyspnée d'installation progressive avec des œdèmes bilatéraux. Quand vous l'examinez, c'est un patient qui est apnéique au repos, qui a une bonne tension avec une fréquence cardiaque à 110 par minute et qui a une saturation qui est bonne en air ambiant à 96 par minute. Il a des râles crépitants fins aux bases. Il a une pergitance ventriculaire, un reflux pathogéniculaire et des œdèmes de membre inférieur qui prennent le bébé. Donc, le diagnostic le plus probable pour ce patient, c'est un tableau d'incidence cardiaque chronique plutôt. Vous avez 4 critères diagnostiques de l'incidence cardiaque, les symptômes de l'incidence cardiaque, une échographie cardiaque anormale, que ce soit une dysfonction systolique ou diastolique, le BNP qui est la peptide sécrétée par le myocarde en cas de défaillance myocardique élevée, qui est spécifique pour l'insuffisance cardiaque. Et vous avez le quatrième critère, quand ce patient répond bien aux pressions diurétiques, généralement, il y a une insuffisance cardiaque. Mais ces critères-là ne servent qu'en cas de doute ou qu'en cas d'absence de possibilité de faire par exemple l'échographie et le BNP. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut bien sûr complémenter l'examen par les moyens que vous avez. ECG, le minimum, le strict minimum, c'est un ECG radiothoracique, une numération à la recherche d'un facteur déclenchant, et une fonction rénale, un immunogramme pour guider votre traitement dépressif et une glycémie. Après, vous avez tout un tas de bilans, avec le bilan hépatique, le BNP, qui a un double intérêt diagnostique et intérêt pronostic. La troponine, la CRP, le TSH. Et bien sûr, il faudrait faire une échographie cardiaque et compléter le bilan dans un centre spécialisé avec tous les moyens diagnostiques qu'on a, à partir de la choro jusqu'à la BDM. En ce qui concerne la prise en charge médicale de l'insuffisance cardiaque chronique, on a 5 points d'impact, 5 objectifs avec les moyens qui correspondent à chaque objectif. Donc, comme objectif, on doit lutter contre la rétention hydroxydée pour diminuer les signes congestifs. On doit essayer d'augmenter l'inotropisme pour améliorer le débit cardiaque. On doit essayer de diminuer la précharge pour diminuer les pressions de remplissage qui, en cas d'élévation, augmente la défaillance myocardique. On doit diminuer la post-charge aussi pour diminuer la résistance à l'éjection du ventricule gauche, du ventricule en fait. On doit essayer de diminuer la toxicité neuro-hormonale qui s'active en cas d'insuffisance cardiaque. Les symptômes, l'appareil sympathique, le système de rénine-angiotensine et le système d'aldostérone. Pour ça, on a le régime sans sel ou peu salé, les diurétiques pour lutter contre la rétention hydroxydée. Pour augmenter le notropisme en décompensation sévère, on a les catécholamines, mais c'est strictement en hospitalisation. À long terme, c'est les bêta-bloquants qui nous aident à améliorer le débit cardiaque par augmenter le notropisme. Les vasodilatateurs veineux, les régimes sans sel et les diurétiques pour diminuer la précharge.
les inhibiteurs d'enzymes de conversion et les antagonistes des récepteurs de la rénine-angiotensine 2 pour diminuer la post-charge, les bêta-bloquants, les IST, les ARA2 et les anti-aldostérones pour lutter contre la toxicité non hormonale. À savoir, il faut noter que les seules deux molécules qui ont prouvé une efficacité en termes de morbi-mortalité dans l'insuffisance cardiaque chronique, ce sont les bêta-bloquants et les IST ou les ARA2. Maintenant, on va passer aux molécules les plus fréquemment utilisées dans l'insuffisance cardiaque, donc, avec leur posologie et les critères d'adaptation des doses. Le Lazilix, par exemple, qui est la furosemide en insuffisance cardiaque, on peut donner 20 à 40 mg en IV emboliste, je dirais même jusqu'à 80 mg en IV direct. En perfusion continue, on peut la donner jusqu'à 100 mg chaque 6 heures, c'est-à-dire jusqu'à 500 mg par 27 heures, même 1 gramme parfois, selon la fonction rénale et la durée et la qualité. Il faut faire attention si le patient a un insuffisance rénale anémique. Il faut faire attention quand le patient a une cirrhose avec une acide. Il faut bien sûr surveiller la calémie et donner une substitution de potassium quand on a une hypocalémie. L'aldactone, par exemple, qui est un anti-aldostérone qui lutte contre la toxicité neuro-hormonale, on doit le débiter par une dose de 25 mg par jour, avec comme objectif d'arriver jusqu'à 50 à 100 mg par jour. Il faut faire attention à l'insuffisance rénale et à l'hypercalémie. Si on a une calémie à 6, il faudrait arrêter directement la spironolactone. Si on a une créatinine une clearance de la créatinine qui est inférieure à 10 ml par minute, c'est une contre-indication absolue à la spironolactone. Les bêta-bloquants les plus fréquemment utilisés en insuffisance cardiaque, ce sont le bisoprolol et le métoprolol. Le bisoprolol, on commence toujours par une petite dose et comme on dit en anglais, start low, go slow, objectif high, c'est-à-dire il faut commencer par une petite dose, titrer la dose très progressivement pour arriver à la dose maximale supportée, tolérée par le patient. Pour ce qui est des IST, je donne comme exemple le captopril. En insuffisance cardiaque, il faudrait débuter par une dose de 6,25 mg 3 fois par jour, c'est-à-dire un quart de comprimé de captopril 25 par jour, 3 fois par jour, et pour un objectif à 50 mg 3 fois par jour, de faire attention à la clairance, l'insuffisance rénale. Et il faudrait faire attention aussi à comment dirais-je, les signes d'un danger d'âme ou les signes bilatérales du parcours rénal, parce que c'est une contre-indication relativement. Pour ce qui est de, par exemple, le ramipril, aussi, le Triatex, c'est un médicament qu'on donne souvent aussi ici en Mauritanie, d'ailleurs, pour l'insuffisance cardiaque. L'avantage de captopril par rapport à la ramipril, c'est que le captopril est moins cher et disponible partout. Le ramipril, il est un peu plus cher et peut-être pas disponible partout. Mais l'avantage de ramipril, c'est que c'est une seule dose, une seule prise par jour, c'est plus facile pour le patient. Et on s'évite par 22,5 mg par jour per os. Il faut toujours faire attention à la clairance de la créatinine. Si la clairance de la créatinine est inférieure à 40 mg, il faut diminuer la dose. Il faut l'arrêter
il y a une toxicité rénale avérée. Pour les ARA2, le plus souvent utilisé ici en Mauritanie, c'est le losartan et le valsartan d'ailleurs. Et pour ce qui est de losartan, on commence par 40 mg per os 2 fois par jour. On a un objectif 160 mg 2 fois par jour. Une dose maximale tolérée par le patient est conseillée, sauf s'il a une insuffisance hépatique, légère ou modérée. La dose maximale à ce moment-là est à 80 mg par jour. Pour le valsartan, la dose initiale est 50 mg par jour, 150 mg pour objectif. Donc, ça sera tout pour moi. Maintenant, c'est à vous si vous avez des questions. Je vous remercie pour votre attention. Salam alaikum. Salam wa rahmatullah. Je ne sais pas si le son était clair. Je vous remercie infiniment, Dr Bchiri. C'était une belle présentation comme d'habitude. S'il vous plaît, si vous avez des questions, la discussion, je ne sais pas, est-ce que vous avez rédigé des questions dans la discussion parce que ma connexion est instable. S'il vous plaît, Dr Bchiri, on peut aller jusqu'à combien de milligrammes maximum pour l'Azilix? En fait, combien de milligrammes par jour maximum? Oui. On peut aller jusqu'à combien de milligrammes maximum? On peut aller jusqu'à 1 gramme par jour. Très bien. 1000 milligrammes. Mais en fait, le critère, c'est le critère avec le Lazilix, c'est la diurèse, la diurèse, 2, la calémie, 3, la fonction rénale. Donc, on peut aller jusqu'à 1 gramme par jour quand on a une bonne diurèse. Il faut, quand on commence à avoir une diurèse qui dépasse les 2 litres par jour, il faut penser à diminuer la dose. Il faut penser aussi à donner une substitution systématique de potassium pour chaque 500 cc de diurèse. On donne de comprimés de 600 mg de potassium. Donc, moi, je dis souvent 1 milligramme de potassium pour chaque 1 cc de diurèse. Très bien. Très bien. Donc, la calémie, la fonction rénale et la diurèse, bien sûr. S'il vous plaît, si vous avez des questions, donc, le critère pour le Lazilix, c'est la diurèse. Ah, la diurèse. Très bien. Très bien. Si vous avez des questions, vous dire comme vous dites dans le client. Allahumma li yaktubu. Pour les patients diabétiques, par exemple, un patient qui est diabétique, en même temps, il se faisant un cardiaque, hospitalisé pour une décompensation diabétique, par exemple, la diabétique. C'est un patient à réhydrater, mais il a une insuffisance cardiaque. Comment on peut gérer cette situation à l'intérieur, par exemple, avant de stabiliser le patient et l'envoyer au CMC? La situation est un peu difficile à gérer à l'intérieur. Oui, alors il faut donc c'est un patient qui a une acidose, si j'ai bien compris, une acidose diabétique, c'est ça. Oui, il faut absolument en même temps, c'est un cardiaque connu sous traitement. Vous savez, on peut aller jusqu'à pour la réhydratation, on peut aller jusqu'à 0,5 mg 0,5 milli par kilo par heure. C'est-à-dire, par exemple, vous avez un patient qui a une dysfonction VG, qui a besoin d'être réhydraté, qui a par exemple 60 kg, vous pouvez lui donner 30 milli par heure.
c'est l'équivalent de 360, c'est l'équivalent de 700 milli par 24 heures. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez donner votre 1 litre de réhydratation pour ces patients diabétiques qui décompensent sur le plan diabétique. Après, il faut bien surveiller les signes congestifs. Je ne vous dis pas d'inonder les patients par les solutés. Il faut être prudent et ayez votre Lasix à côté. Très bien. Très bien. Vous pouvez aller jusqu'à 700, jusqu'à 0,5 milli par kilo par heure. Très bien. Très bien. Les patients insuffisants cardiaques connus ce traitement, on peut les gérer bien sûr à l'intérieur, mais en cas de compensation, on va les prendre en charge aux urgences dans un hôpital régional. Mais quand est-ce qu'on est obligé de référer le patient pour avis spécialisé? Et quelles sont les situations qui nécessitent vraiment? Vous avez 2 heures pour décider. Donc là, vous avez les 2 critères au début. Est-ce que le patient est en choc? Est-ce que le patient est en défaillance respiratoire? Si vous avez l'un de ces 2 critères ou les deux, vous devez envoyer le patient directement dans un centre spécialisé. Si vous n'avez pas, si le patient n'est pas un choc cardiogénique, mais qu'il a une défaillance respiratoire, mais qui est gérable avec l'oxygène que vous avez, les lunettes en oxygène, vous pouvez garder le patient 60 à 120 minutes pour voir, pour le dépléter. Parce que généralement, ce genre de patient, quand il se présente en insuffisance cardiaque aiguë, il répond vite. Quand on a une diurèse, quand on a un patient qui n'est pas anérique, la catastrophe, c'est qu'on a un patient qui a un OAP qui est anérique. Ça, c'est une catastrophe. Mais quand on a un patient qui vit et on a du Lasix, généralement, ça va très bien quand on donne des fortes doses de Lasix, mais il faut agir vite, il faut faire ça dans les 60 premières minutes. Très bien. Très bien. Pour les s'il s'améliore pas, s'il n'est pas un choc cardiogénique et qui s'améliore pas dans les 60 à 25 premières minutes, maintenant, il faut le transférer rapidement. Très bien. Je ne sais pas si à l'intérieur, ils ont les dérivanités, ils ont le Risordan, mais le Risordan aussi. Risordan, je ne pense pas qu'il est disponible. Non, je ne pense pas. L'intérieur, زرنا احنا بعد منه Risordan موجود. لا Lasix. لا Lasix حق بعد. ترزميد وحده. اكسكيوزي. Lasix. شفت هنا يجيك مريض عنده انسولين كاردياك ايجي. Lasix لا يشفى كاين يعود يبول. اعطيه اللي قلت تعطيهم Lasix. غير اعطيه معاه البوتاسيوم. Parce que l'hypocalémie aussi, elle est grave aussi pour les bien sûr. Bien sûr. Docteur Bchiri, pour les insuffisants cardiaques stables sous traitement, pour le suivi, quels sont les bilans à demander? Par exemple, le suivi est comment? Par exemple, chaque 6 mois, on doit demander un bilan, voilà, chaque année, je ne sais pas. À l'intérieur, par exemple, il y a comment vetro le mérite de Temdaï, mais le suivi est comment? Un patient stable, au début, on doit bien sûr les suivre toutes les semaines, toutes les 2 semaines. Quand il devient stable sous traitement, il a les doses maximales tolérées de son traitement de l'insuffisance cardiaque. Le suivi peut aller jusqu'à 6 mois, même 1 an. Mais il faut, en fait, l'essentiel de la prise en charge de l'insuffisance cardiaque, c'est l'éducation thérapeutique et l'éducation des patients sur la détection de ces symptômes rapidement. C'est-à-dire, vous éduquez le patient sur son poids. Il faut qu'il se pèse presque tous les jours ou souvent pour détecter l'augmentation du poids qui peut être ainsi indirect des œdèmes. Il faut qu'il surveille sa respiration. Dès moments où il note une altération, une diminution de sa capacité fonctionnelle ou une dyspnée, il faut qu'il consulte rapidement. L'essentiel, c'est l'éducation thérapeutique. Quand il est stable, vous pouvez lui donner des rendez-vous chaque 6 mois avec des contrôles classiques, examen clinique, bilan standard,
avec surtout fonction rénale et ionogramme. Le BMP, ça fait partie du bilan de suivi de pronostic, mais je ne sais pas si c'est disponible à l'intérieur. Mais quand on a ça, déjà l'examen clinique, la radio thoracique et le bilan standard, c'est déjà très bien pour le suivi. Et l'éducation thérapeutique, c'est déjà très bien pour le suivi du patient et pour détecter rapidement un signe de décompensation cardiaque. Il faut aussi éviter les grippes, tout ce qui peut déclencher une poussée d'insuffisance cardiaque, les syndromes inflammatoires, les grippes surtout, les bronchites et les décompensations diabétiques pour les diabétiques, les troubles du rythme, tout ça, il faut faire attention à tous les facteurs déclencheurs. Très bien, c'est clair. دكتور طلبة كنت شو التكرار ديالك؟ دكتور طلبة تفضلوا. Oui, دكتور طلبة. Voilà. Réactivez votre micro, دكتور طلبة. Voilà, bonsoir. Salam alaikum. Bonsoir, مرحبا. مرحبا. Bonsoir, docteur. Merci pour la présentation très riche, pertinente. Mais quand même, j'ai des questions ou des remarques. Je vais parler juste de l'insuffisance cardiaque gauche. Donc, l'OAP dans ce cas. L'OAP, vous avez parlé des moyens de diagnostic, mais je pense que le diagnostic n'est pas toujours facile à réaliser parce que souvent les symptômes ne sont pas très clairs cliniquement. Et puis, la radiothorax peut être normale dans beaucoup de cas. Il faut peut-être aller dans certaines situations, aller jusqu'à faire une écho cardiaque pour chercher le signe indirect, diminution de la fraction d'éjection. Maintenant, le diagnostic n'est pas toujours facile à réaliser, surtout dans les régions. Si on suspecte, et ça peut ressembler aussi à d'autres pathologies, notamment l'asthme, parce qu'il y a de l'OAP spastique, il y a l'OAP aussi néphrogénique. Et si on pose le diagnostic, vous avez parlé de l'azélix, vous avez dit qu'on peut mettre l'azélix d'abord. Mais si le malade, il est en OAP et en même temps, il est en choc cardiogénique, tension artérielle 9/6, est-ce qu'on peut mettre l'azélix directement? Est-ce qu'on ne risque pas de baisser encore plus sa tension artérielle, d'aggraver son choc cardiaque? Il est déjà grave. Le patient il est déjà grave. Donc, même mettre l'azélix, ça va pas baisser sa tension. Aggraver la situation. La situation est déjà grave. Donc, vous n'avez pas le choix. Vous avez un patient en OAP, même s'il est en hypotension, vous n'avez pas le choix. L'essentiel qu'il ait une diurèse conservée. S'il a une diurèse conservée, il faut donner le l'azélix. Parce que si vous donnez pas le l'azélix, il va encore s'aggraver. Oui. Vous voyez ce que je veux dire? Excusez-moi, est-ce qu'on a besoin de drogue aussi pour comme de vitamines, par exemple, pour maintenir la tension? Absolument. On donne c'est ça l'idéal. Est-ce que la Dobie est disponible dans les hôpitaux régionaux? Bien sûr. Non, Domitrix est disponible. Non, on a pas de disponible. Il faut peut-être faire vous avez les pouces seringues électriques. Oui, bien sûr. D'accord. Donc, dans ce cas-là, vous pouvez mettre la dobutamine. En même temps. Mais il faut faire attention à la dobutamine. La dobutamine, c'est une molécule qui rassure faussement le médecin. La dobutamine, c'est une molécule qui est toxique pour le myocarde. C'est vraiment au dernier recours qu'on met la dobutamine. Quand on n'a plus le choix, quand on a une hypotension sévère avec des signes de choc cardiaque. À ce moment-là, on peut mettre la dobutamine. Il faut pas mettre la dobutamine rapidement. Il faut essayer de gérer le patient avant de mettre les drogues, surtout la dobutamine, parce qu'elle est très toxique. D'accord. Donc,
Maintenant, là, Voilà. Merci, si on docteur fait Tolbo. Vous avez soulevé une question très importante. juste Et un en point. fait, je pense qu'un médecin quand généraliste qui est de garde moi, à l'intérieur, quand il a une patiente, quand on parle de la il a un vitamine, patient. c'est comme si vous avez. Moi, ce que je dis, et c'est qu'on nous dit كيف souvent, حد là, avant de mettre l'azélix, il faut toujours prendre l'attention. Il ne faut pas dépléter un malade. Il ne faut pas donner de l'azélix avant de voir sa tension artérielle. C'est ça que le message qu'on nous dit souvent. Bien sûr, prendre l'attention, prendre l'attention. Il faut pas donner aucun traitement avant de prendre l'attention. C'est c'est l'examen clinique, de base. Mais ce que je veux dire, c'est qu'une tension, par exemple, à 90 mm de mercure, c'est pas une contre-indication à l'azélix chez un patient qui a un OAP. D'accord. Et quant aux dérivés nitrés, qui sont aussi des hypotenseurs. Non, par contre, le dérivé nitré, c'est une contre-indication. Voilà, ils sont plus hypotenseurs. En tout cas, merci. OK. Merci. En tout cas, le plus urgent ici, c'est de gérer l'OAP, bien sûr. Docteur Touba, vous avez parlé du diagnostic. Donc, je pense qu'un médecin généraliste qui est de garde à l'intérieur, il a un patient qui a une orthopnée avec des crépitants à l'auscultation. Je pense que c'est évident. OAP, sinon, il fasse un OAP. L'azélix doit l'azélix est rapidement. Donc, oui, docteur, oui, ce n'est pas toujours évident de faire diagnostic. Je dis, ce que je voulais dire, que l'orthopnée n'est pas un signe constant, ni les crépitants. Les crépitants peuvent être associés à des sibilants, parce qu'il y a l'OAP spastique aussi. Donc, ce n'est pas toujours. OK. C'est pas toujours. En tout cas, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Ce n'est pas toujours facile. Mais c'est pour ça que je vous ai parlé du quatrième critère d'amélioration de ce traitement définitif. Le test thérapeutique, voilà. Voilà, exactement. Très bien. Oui. Mais voilà. généralement, quand vous prenez quand vous faites un bon interrogatoire, une bonne anamnèse, vous avez souvent la possibilité de faire la part des choses entre un OAP cardiogénique et un OAP d'autres étiologies. Tout en sachant un syndrome de distress respiratoire d'autres étiologies. Surtout dans notre contexte de Covid. Et sachant que ça peut être un tableau inaugural d'une cardiopathie ou une néphropathie. Ça peut être voilà. Le malade peut venir devant un tableau de donc une cardiopathie, une néphropathie qui était inconnue avant. Merci. Désolé d'être long. Merci. Hein. Ah, bien sûr. Merci beaucoup. Donc, le plus urgent, c'est de gérer l'OAP. Bien sûr. L'objectif, c'est que ça soit interactif. Oui. Docteur Farah, merci pour la belle présentation. Docteur, j'ai deux questions. Chez un patient en choc cardiogénique, c'est quoi le protocole de catécholamine? Et la deuxième question, c'est quoi la conduite à tenir chez un patient qui a un OAP avec anérie? Donc, je pense que le docteur Bchiri a parlé de cette situation. On est confronté à ces cas de situation dans des structures non spécialisées. Si vous avez quelque chose à rajouter, docteur Bchiri, je pense que vous avez déjà parlé de... Alors, pour le patient qui a un OAP anérique, franchement, c'est difficile. C'est vraiment difficile à gérer, même dans les centres spécialisés. Après, la seule solution pour ce genre de patients, c'est l'hyperfiltration ou la dialyse. C'est pas une situation que je souhaite rencontrer ou que je souhaite à personne. Je souhaite à personne d'avoir un OAP anérique. Parce que le pronostic dans ce cas est très grand. Oui, c'est une situation très difficile. Oui. En ce qui concerne les protocoles, par exemple, pour les drogues, essentiellement, on a la dobutamine et la noradrénaline. La dobutamine, il y a toujours les protocoles sont disponibles partout, mais le protocole qu'on a, par exemple, au Centre national de cardiologie, c'est de lier deux ampoules de vitamine, 250 microgrammes, et de faire, on a un tableau qui correspond à chaque
tranche de poids. Et l'objectif, c'est de donner 5 microgrammes, de commencer par 5 microgrammes par kilo par minute. Et il y a des tableaux qui sont disponibles sur Internet pour calculer la dose pour chaque équivalent à chaque tranche de poids pour le cas. Mais c'est commencer par 5 microgrammes par kilo par minute. Vous pouvez aller jusqu'à 20 microgrammes par kilo par minute. Docteur Sidina, vous avez demandé le micro? Oui, docteur Sidina. Oui, merci beaucoup, docteur Kli. Docteur Louis, plutôt. docteur Kli, docteur Louis, merci beaucoup, docteur Mohamed Yahya, pour la présentation très intéressante qui a soulevé la question importante de l'insuffisance cardiaque, qui est le résultat de beaucoup de pathologies, le résultat final de beaucoup de pathologies cardiaques et cardiovasculaires. J'ai des questions. Donc, par rapport à la Zilix, ça a été discuté donc suffisamment. Juste, il faut toujours contrôler la fonction rénale pour voir est-ce qu'il y a une aggravation sur la Zilix ou non. Est-ce que c'est vrai ou non? La deuxième question, c'est par rapport aux patients diabétiques qui font insuffisance cardiaque, où ils sont sous metformine. Donc, il faut être prudent parce que si la fonction d'éjection systolique est très effondrée, il faut être prudent en utilisant la metformine. L'autre question, c'est par rapport à des nouvelles molécules que j'ai vues ici. Pas mal de cardiologues prescrits dans le traitement d'insuffisance cardiaque. C'est une association, je pense, entre un blocage du système rénine-angiotensine et une autre nouvelle molécule. Le nom commercial s'appelle Entresto. Je ne sais pas est-ce que vous l'utilisez ou non. Est-ce que c'est disponible en Mauritanie? Est-ce que vous l'utilisez ou non? Parce que j'ai vu des malades qui s'améliorent spectaculairement sur ces médicaments. La dernière question, c'est par rapport à un médicament antidiabétique oral qui s'appelle l'inhibiteur de DPP4. Aussi, ça est devenu prescrit pour les patients insuffisants cardiaques qui ne sont pas diabétiques. Donc, est-ce que aussi vous l'utilisez en cardiologie ou non? Merci beaucoup. C'est ça mes questions. Merci pour les questions pertinentes. Alors, pour la première question, pour le Zilix, ça dépend de la dose. Ça dépend si vous avez un patient forte dose de la Zilix, c'est-à-dire, je parle de 80 mg plus de 125 mg par jour. À ce moment-là, il faut surveiller bien sûr la fonction rénale. Si vous avez des patients qui sont stables sur 40 mg de la Zilix, sur 30 mg de la Zilix, vous pouvez surveiller la fonction rénale. C'est d'ailleurs bien, mais ce n'est pas indispensable parce qu'une petite dose chez un patient qui a une bonne fonction rénale à la base, ça n'a pas d'impact sur la fonction rénale. En ce qui concerne, oui, effectivement, la metformine, c'est surtout quand on a une insuffisance rénale avec une clairance de la créatinine inférieure à 30. Je pense de l'insuffisance cardiaque, en dehors de l'insuffisance rénale. En fait, l'essentiel risque de la metformine, c'est l'acidose lactique. Voilà, lactique. Je n'ai pas de notion particulière sur la metformine en dysfonction cardiaque sévère. Donc, je ne sais pas, honnêtement. D'accord. Pour ce qui concerne votre troisième question, c'était la troisième question, c'était sur l'Entresto. Effectivement, c'est une molécule qui s'appelle la ticagrelor, qui est un inhibiteur direct du système rénine-angiotensine et qui a montré dans les essais thérapeutiques des résultats, comme vous dites, spectaculaires dans l'insuffisance cardiaque réfractaire.
et qui se donne, qui est prescrite couramment avec le valsartan. Mais malheureusement, ça n'existe pas encore en Mauritanie. C'est une molécule qui est prescrite quand on a déjà les bêta-bloquants, les IEC, les inhibiteurs des anti-aldostérone. Et quand on a un patient qui est réfractaire, qui a une insuffisance cardiaque réfractaire à ces molécules, malgré un traitement optimal avec ces molécules, à ce moment-là, on peut introduire l'Entresto dans un milieu hospitalier, surveiller surtout la tension artérielle et la fonction rénale. La dernière question, parce que la molécule, ça existe en Mauritanie, oui. les inhibiteurs de CLT2. Non, à ma connaissance, non. Si, ça existe parce que c'est prescrit par les diabétologues. C'est prescrit et ça existe dans les pharmacies en Mauritanie. En privé, pharmacie. Non, je parle des inhibiteurs Jardiance, inhibiteurs CLT2. Oui. C'est la dernière question, c'était quoi? La dernière question, est-ce que vous utilisez la Jardiance inhibiteur CLT2 disponible en Mauritanie? Le janvier. Jardiance, pour le diabète. Jardiance, c'est un inhibiteur de CLT2. Un inhibiteur de CLT2. Oui. C'est déjà, oui. Vous savez, c'est... Oui, c'est dans les dernières recommandations de diabète. Même sans diabète, il y a certains cardiologues qui... Pour l'utiliser contre pour dans l'insuffisance cardiaque. Parce que c'est un effet bénéfique. Il y a des études qui parlent des effets bénéfiques de ces antidiabétiques oraux, mais ce n'est pas encore dans les recommandations. D'accord. C'est disponible en Mauritanie, c'est pas trop cher. Bon, c'est trop cher, mais... Oui, il y a des études qui parlent de ça. Il y a des études qui parlent, effectivement, des études qui parlent de ça, mais c'est encore en cours d'expérimentation. Ce n'est pas encore dans les recommandations de l'insuffisance cardiaque, en tout cas, les dernières recommandations. Merci, Dr. Sidina, pour cette discussion intéressante. Dr. Bchiri, si vous pouvez nous parler de l'insuffisance cardiaque dans notre contexte actuel de la pandémie de Covid. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter dans ce sens? Les médecins de garde, un médecin de garde qui est aux urgences, qui reçoit souvent les patients Covid, les patients qui ont Covid, mais sur des terrains particuliers. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter en fait, le risque essentiel avec le Covid, c'est le risque plutôt thromboembolique. Donc, la mortalité est plutôt liée soit à la gravité de l'atteinte pulmonaire ou aux complications thromboemboliques et les complications cardiaques, les myocardites et les embolies coronaires, ça a été décrit, et les embolies pulmonaires. Maintenant, dans un contexte de Covid, il faudrait avoir ça en tête, que c'est pas toute détresse respiratoire n'est pas forcément un Covid. Il faudrait penser toujours au diagnostic différentiel. Parmi les diagnostics différentiels, les insuffisances cardiaques gauche aiguë. C'est ça le message que je voudrais dire. C'est que la plupart quand on voit une détresse respiratoire aiguë, le premier diagnostic qui saute dans notre tête, oh là là, c'est Covid. Oui, c'est possible, mais il y a aussi d'autres diagnostics différents. Voilà, il pense à Covid, par exemple, un patient qui souffre, qui a été mis sous oxygène, il attend la PCR, je ne sais pas, il va traîner alors qu'une forte dose de l'azélix peut résoudre le problème en attendant même la sortie des résultats de la PCR. C'était déjà, pour moi, ça a été déjà le cas, même ici en Nouakchott. On voit les patients qui traînent alors que c'est un simple OAP qui peut être géré par des Très bien. Voilà, je vous remercie, Dr. Bchiri. Vraiment, c'est vraiment intéressant. Alhamdoulilah, la connexion est ساعدتنا
راهي حزتنا المره الماضيه الحمد ما خلاتنا نعدلوا هاي بريزونطاسيون. والله Voilà. c'est une opportunité pour moi aussi. Si vous avez un résumé, une conclusion, oui. Oui, c'est une grande opportunité pour moi pour échanger avec les amis, les collègues et avoir une discussion interactive. C'est toujours important de voir les choses dans notre, de voir une autre vision de médecins généralistes, de médecins, des collègues d'autres spécialités, de ne pas être vraiment concentré sur cette spécialité. Et c'est vraiment, j'ai appris beaucoup de choses. Et, je vous remercie tous à votre aimable attention et aimable présence. شكرا جزيلا دكتور بشيري. شكرا للمشاركين اللي معنا كاملين. اذا نجابوا ان شاء الله في وقت اخر. ميرسي بوكو. مرحبا.